Les éditions Sixtreed, avec l'aimable autorisation des éditions Fayard, présentent Mort d'un expert de P.D. James, interprété par Marc-Henri Boisse. Livre 1. Sur les lieux d'un crime. Lorsque le téléphone sonna, il était très exactement 6h12. Il avait d'instinct noté l'heure au cadran lumineux de son réveil électrique avant d'allumer la lampe de chevet une seconde après avoir entendu et fait taire le timbre rauque du téléphone. Il lui laissait rarement le temps de sonner plus d'une fois. Et pourtant, à chaque fois, il craignait que l'appel n'eût réveillé Nell. Son correspondant était familier, le message aussi. C'était l'inspecteur Doyle. La voix, dont le vague accent irlandais était quelque peu intimidant, lui parut si proche, si claire, qu'il aurait pu croire Doyle avec sa silhouette massive, debout à côté de son lit. « Doc Harrison ?» La question était superflue. À une heure aussi matinale, dans cette maison à moitié vide, qui d'autre aurait pu décrocher? Il ne répondit rien, et la voix poursuivit. « On vient de trouver un cadavre. Dans un terrain vague, une marnière, à 1,5 km au nord-est de Middington. Une fille, étranglée, semble-t-il. Il ne devrait pas y avoir de problème, mais comme c'est tout près... C'est bon, je viens. » Doyle n'exprima ni soulagement ni gratitude, évidemment. Quand on faisait appel à lui, Harrison était toujours prêt à se déplacer. Il était certes payé pour ça, et bien assez. Mais ce n'était pas la seule raison pour laquelle il se montrait consciencieux jusqu'à l'obsession. D'ailleurs, il avait le sentiment que Doyle aurait eu plus de respect pour lui s'il n'avait pas toujours été aussi accommodant. Et lui-même s'en serait respecté davantage. « C'est sur la A142, au premier tournant après Gibbet Cross. J'ai posté un homme sur le bord de la route. » Il raccrocha, mit les jambes hors du lit, et nota avant de les oublier les indications qu'il venait de recevoir. Une marnière. Cela signifiait sans doute de la boue, surtout après la pluie d'hier. La fenêtre était légèrement ouverte. Il la remonta tout à fait, furieux de l'entendre grincer, et mit la tête à l'extérieur. L'odeur riche de marais si caractéristique des Fens le saisit tout entier, à la fois lourde et fraîche. La pluie avait cessé et le ciel était un tumulte de nuages gris où la lune automnale, maintenant presque pleine, semblait se démener comme un fantôme ivre. Il franchit en esprit les digues et les champs désolés qui s'étendaient jusqu'au sable décoloré du Wash et à la mer du Nord, dont la senteur iodée lui parut un instant parvenir jusqu'à lui. Là-bas, quelque part dans l'obscurité, un corps gisait au milieu d'un décor évoquant une mort violente. Il pouvait sans difficulté imaginer la scène. Les hommes dont les silhouettes noires se découpaient dans la lumière des lampes à arc, les voitures de police soigneusement garées, l'agitation, les phrases sans suite jetées dans l'attente de son arrivée, déjà ils devaient consulter leur montre pour voir combien de temps il leur restait à patienter. Après avoir précautionneusement fermé la fenêtre, il mit un pullover et enfila un pantalon par-dessus son pyjama. Puis il prit sa torche, éteignit la lampe de chevet, passa dans le couloir et descendit au rez-de-chaussée d'un pas prudent, restant tout près du mur pour éviter de faire grincer les marches. Aucun bruit ne lui parvenait de la chambre d'Eleanor, située à l'arrière de la maison. Mentalement, il parcourut les quelques 20 mètres et monta les 3 marches qui l'en séparaient. Âgé de 16 ans, sa fille avait le sommeil léger et semblait particulièrement sensible à la sonnerie du téléphone. Mais elle ne devait pas avoir entendu. Quant à William, il n'avait pas besoin de s'inquiéter pour lui. Il avait 3 ans, et une fois endormi, ne se réveillait jamais avant le matin. Ses pensées comme ses gestes obéissaient à la routine. Il était très fidèle aux habitudes. Il se rendit d'abord dans la petite salle d'eau située près de la porte de derrière, où l'attendaient ses bottes de caoutchouc et les grosses chaussettes rouges, qui demeuraient toujours à l'intérieur,
comme une paire de pieds amputés. Retroussant ses manches au-dessus du coude, il commença par se laver les mains et les avant-bras, puis se passa la tête sous l'eau. Il répétait ses ablutions quasi rituelles, avant comme après chaque affaire. Depuis longtemps, il ne se demandait plus pourquoi. Il éprouvait le besoin de le faire pour se rassurer comme on accomplit un rite religieux. Il fallait d'abord qu'il s'asperge dans un geste de consécration, puis qu'il se lave à fond pour obtenir l'absolution, comme si, en même temps que son corps, c'était son esprit qu'il débarrassait des traces et de l'odeur laissée par son travail. Il se redressa pour prendre une serviette et vit dans le miroir éclaboussé un visage qui lui fit penser à celui d'un noyé, les traits déformés, la mâchoire affaissée, les yeux gonflés à demi cachés par des mèches de cheveux noirs et brillantes. La mélancolie du petit matin le saisit. Il songea. La semaine prochaine, j'aurai 45 ans et qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai? Cette maison, 2 enfants, un mariage raté et un travail que j'ai peur de perdre parce que c'est le seul domaine où je peux croire que j'ai réussi. Le vieux presbytère, hérité de son père, était sans hypothèque. Il ne pouvait pas en dire autant de sa vie. L'amour ou son absence, le besoin croissant qu'il en éprouvait depuis que l'espoir terrifiant était soudain réapparu, tout cela n'était qu'un fardeau. L'angoisse, c'était partout, et le guettait jusque dans son travail, le domaine où il se sentait le plus en sécurité. Tandis que doigt par doigt, il s'essuyait les mains, la vieille inquiétude familière lui revint, pesante comme une tumeur. Il n'avait pas encore été nommé pathologiste en chef en remplacement du vieux docteur Stoddart, ce dont il avait très envie. La nomination officielle ne lui vaudrait pas plus d'argent. La police avait déjà recours à ses services et le payait généreusement pour chaque affaire. Grâce à cela, et aux honoraires qu'il touchait pour ses autopsies, il avait un revenu qui expliquait en partie pourquoi ses collègues du service de pathologie de l'hôpital général du district non seulement l'enviaient, mais supportaient mal les absences imprévisibles occasionnées par son travail pour la police, les longues journées passées au tribunal, l'inévitable publicité. Oui, cette nomination lui semblait importante. Si le ministère de l'Intérieur s'adressait ailleurs, il lui serait difficile de continuer à justifier auprès de la direction locale de la santé publique son arrangement particulier avec la police du coin. Mais il n'était pas sûr qu'on veuille de lui. Il se savait un bon médecin légiste, de toute confiance, professionnellement plus que compétent, méticuleux jusqu'à la maniaquerie, un témoin convaincant, pratiquement incollable. Lorsqu'on l'appelait à témoigner, la police savait bien qu'aucun contre-interrogatoire ne risquait de faire chanceler l'édifice de ses preuves soigneusement accumulées. Mais il craignait parfois qu'on le trouvât trop scrupuleux. Il n'avait pas l'esprit de camaraderie, le mélange de cynisme et de machisme qui faisait le succès de Stoddart. Si l'on devait se passer de lui, on ne le regretterait guère, mais il doutait beaucoup que l'on se mît en quatre pour garder ses services. La lumière du garage était aveuglante. La porte bascula sans difficulté et la lumière se répandit sur le gravier et les bords mal entretenus de la pelouse argentée. Heureusement, elle ne pouvait réveiller Nell. Sa chambre donnait de l'autre côté de la maison. Avant de mettre le moteur en marche, il étudia la carte. Muddington. La ville était à la limite de son secteur, à moins de 30 kilomètres en direction du nord-ouest. Avec un peu de chance, le trajet ne lui prendrait pas une demi-heure. Si l'équipe du laboratoire était déjà là et Lorimer, le biologiste en chef, ne manquait aucun homicide à moins d'un empêchement, il n'aurait sans doute pas grand-chose à faire. En restant, mettons, 1 heure sur les lieux, il serait de retour avant que Nell ne se réveille, en sorte qu'il n'aurait pas besoin de lui dire qu'il avait dû sortir. Il éteignit la lumière du garage. Précautionneusement, comme si la délicatesse de son geste allait rendre le moteur moins bruyant, il actionna le démarreur. La Rover s'avança lentement dans la nuit.